Presque 20 ans se sont écoulés depuis la rupture de l'un des couples les plus emblématiques de la veuve République, Ségolène Royal et François Hollande. Pendant 2 décennies, leur histoire commune, mélange singulier de trajectoires politiques de parallèle, d'ambitions croisées, d'épreuves publiques et de blessures privées, a nourri un imaginaire national que peu d'anciens couples politiques ont incarné avec une telle intensité. Pourtant, malgré l'intérêt colossal que le public leur porte, les zones d'ombre de leur séparation, les tensions accumulées au fil des campagnes, les conflits internes du Parti socialiste et les rivalités silencieuses n'ont jamais été racontées entièrement. Ce n'est qu'aujourd'hui, après un long silence fait d'élégance, de retenue et parfois d'amertume, que Ségolène Royal accepte enfin de revenir en profondeur sur cette période dans un entretien exclusif, un moment rare où la femme publique, la mère et l'ancienne candidate à la présidentielle se confondent pour éclairer une histoire qui a façonné la vie politique française. Mais ce retour en arrière ne se fait pas sous forme de règlement de compte. Il s'agit plutôt d'un examen lucide, nourri de recul, d'expérience, et, peut-être pour la première fois, d'un désir de dire ce qui n'a jamais été dit. Non pas pour nuire, mais pour comprendre. Non pas pour refaire l'histoire, mais pour la révéler dans sa dimension humaine, celle que les caméras ne montrent pas. Pour comprendre ce que Ségolène Royal nomme aujourd'hui, avec une distance teintée d'ironie, la mécanique infernale, il faut replonger dans l'atmosphère politique du début des années 2000. À cette époque, Royal et Hollande formaient un binôme aussi fascinant que déroutant. 2 personnalités brillantes, 2 caractères aux méthodes opposées, mais unis par une ambition presque miroir, changer la gauche de l'intérieur. Elle, réformatrice instinctive, parfois jugée imprévisible mais toujours visionnaire, porteuse d'une relation directe avec les citoyens, d'un style intuitif et engagé qui tranchait avec la tradition des appareils du parti. Lui, stratège froid et méthodique, maître des équilibres internes, artisan des compromis, grand connaisseur des forces et faiblesses du Parti socialiste. Ce contraste, à la fois moteur et poison, est au cœur du témoignage que Royal livre aujourd'hui. Pendant longtemps, nous avons avancé ensemble, même quand nos chemins divergeaient. Mais la politique est vorace, elle absorbe, elle use, elle fragilise, et elle révèle ce que chacun porte en soi. Dans cet aveu, on entend déjà la première brèche, la tension entre la logique de conquête politique et les réalités émotionnelles d'un couple soumis à une pression permanente. La campagne de 2007, naissance d'un mythe, fracture d'un couple. Pour Royal, l'année 2007 marque le début du tournant irréversible. Elle en parle avec une précision presque chirurgicale, comme si chaque séquence de cette campagne, qu'elle porte entièrement sur ses épaules, avait laissé une trace indélébile. Elle raconte les réunions tardives, les négociations internes, les contradictions entre les cadres du parti, les moments où elle se sentait seule face au système, même entourée. Puis, sans chercher l'emphase, elle évoque pour la première fois ce que beaucoup soupçonnaient sans jamais l'entendre explicitement. Ce n'est pas l'adversaire qui m'a épuisé, c'est l'absence de soutien de ceux qui auraient dû être à mes côtés. Pas seulement en tant que responsable politique, en tant qu'être humain. Elle ne cite pas François Hollande directement, mais la suggestion est transparente. Elle explique ensuite qu'après sa défaite face à Nicolas Sarkozy, elle a ressenti un basculement intérieur, comme si la frontière entre la relation privée et la relation politique s'était définitivement fissurée. Dans son récit, une dimension revient constamment, la solitude. Non pas la solitude médiatique, elle avait des millions de soutiens, mais celle, plus sourde, qui s'installe au cœur des relations politiques quand les ambitions deviennent incompatibles. Elle décrit des années où les tensions internes du PS, les ambitions des courants, les jeux de pouvoir, les alliances temporaires et les rivalités personnelles ont fini par s'infiltrer jusque dans l'intimité du couple. Quand 2 personnes partagent la même maison et le même parti, mais que chacun suit une stratégie différente, il y a forcément des moments où tout s'entrechoque. Parfois, la politique prend toute la place. Trop de place. Dans cette phrase, Royal ne cherche pas à excuser ni à accuser. Elle nomme une fatalité. La politique dévore tout, y compris ce qui semble solide et indéfectible. Durant l'entretien, elle insiste sur un autre aspect rarement évoqué. La violence symbolique à laquelle elle a été exposée. Elle raconte comment certains médias la caricaturaient, comment des membres de son propre camp la sous-estimaient, comment les attaques sexistes se sont multipliées à mesure qu'elle grimpait dans les sondages. Pour la première fois, elle dévoile ce que cette période a réellement représenté intérieurement. J'ai encaissé sans rien dire. Pas par faiblesse, mais parce que si j'avais réagi, on m'aurait accusé d'être hystérique, trop émotive, pas assez présidentielle. Alors j'ai gardé le silence. Un silence lourd. C'est à ce moment de l'entretien qu'elle prononce la phrase qui semble symboliser tout ce qu'elle s'apprête à révéler dans les chapitres suivants. Le silence protège parfois, mais il détruit aussi. Une confession mesurée, il y a eu une trahison, mais pas celle qu'on croit.
C'est ici que Royal, sans jamais tomber dans l'attaque personnelle, esquisse ce qu'elle nomme la vérité choquante, non pas un scandale intime, mais un mécanisme de trahison politique structurelle. Elle parle d'une gauche fragmentée, de luttes souterraines, de stratégies qui se faisaient sans elle, parfois contre elle, alors même qu'elle incarnait l'espoir de millions de Français. Elle précise « La vraie trahison n'est pas celle des journaux People. Elle est politique. C'est quand les personnes avec qui vous construisez un projet collectif travaillent en coulisses pour un autre projet. » Cette phrase, lourde de sens, ouvre un champ gigantesque d'interprétation que Royal promet d'éclairer dans la suite de son récit. Une femme qui reprend sa voix, 20 ans après, clôt sur un sentiment particulier, celui d'une femme qui, après des années de discrétion, de retenue, de dignité parfois coûteuse, décide enfin de replacer son vécu au centre du récit collectif. Elle ne cherche pas la polémique, elle cherche la vérité, ou plutôt, sa vérité, celle qu'elle a longtemps laissé d'autres raconter à sa place. Et dans cette volonté nouvelle, calme mais déterminée, se dessine non seulement un regard sur François Hollande, mais un regard sur tout un système politique qui a marqué sa vie, et qu'elle souhaite maintenant décoder, expliquer et peut-être enfin dépasser. Au fil de l'entretien, Royal revient longuement sur la période post-2007, non pas avec amertume, mais avec la précision d'une observatrice qui a, enfin, le recul nécessaire pour relier les points. Elle décrit une réalité que peu imaginaient à l'époque, la coexistence de deux stratégies politiques antagonistes, pourtant abritées sous le même toit familial et le même toit idéologique. Elle, désireuse de réformer le Parti socialiste, de l'ouvrir, de le moderniser, de rompre avec les logiques d'appareil. Lui, convaincu que la conquête du pouvoir passe d'abord par la maîtrise totale du parti, par des équilibres complexes, des alliances, des négociations interminables, bref, par une stratégie d'intérieur longue, patiente et parfois impénétrable. Dans une phrase qui synthétise parfaitement cette dynamique, Royal confie « Nous n'avions pas la même vision. Je voulais ouvrir les fenêtres. Il voulait fermer les portes pour mieux organiser l'espace. » Cette différence n'aurait pas été un problème si la politique n'était pas, par essence, un jeu où chaque décision personnelle, même intime, a une répercussion publique. Royal dévoile ensuite un aspect rarement documenté. Les résistances internes du Parti socialiste, notamment à l'idée d'une nouvelle gauche incarnée par elle après 2007. Elle parle d'un appareil méfiant, parfois hostile, souvent sceptique, qui ne voulait ni perdre ses habitudes, ni renoncer à ses réseaux. Elle dit « J'ai compris que beaucoup préféraient perdre une élection plutôt que perdre leur influence. » Ces mots, d'une force politique brutale, trouvent un écho particulier lorsque Royal évoque le rôle indirect, parfois involontaire, parfois actif, que François Hollande a joué dans cette mécanique. Non pas en tant qu'adversaire direct, mais en tant que pivot stratégique du PS, dont la capacité à fédérer des courants lui donnait une influence considérable sur la direction que prenait le parti. Elle ne l'accuse pas. Elle décrit une réalité systémique. Dans un parti fragmenté, celui qui tient l'appareil tient une partie de la vérité. Celui qui porte un projet de réforme en tient une autre. Le conflit devient inévitable. Aussi celui où Royal revient sur les non-dits qui ont accompagné les années les plus fragiles de leur vie commune. Elle parle de discussions avortées, de projets que l'on soutenait en public mais que l'on affaiblissait en coulisses, d'échanges où les mots étaient soigneusement choisis pour ne pas dévoiler les déchirures internes. Elle résume tout cela dans une formule saisissante. Nous ne nous affrontions jamais frontalement. Le conflit se logeait dans les silences. Les plus dangereuses des armes politiques ne sont pas les cris, mais les absences. Ces absences prennent plusieurs formes dans son récit. L'absence de soutien explicite lors de moments cruciaux, l'absence de communication stratégique commune, l'absence d'une vision à deux qui aurait pu consolider leur trajectoire. Chaque absence devient un fragment de vérité et la somme de ces fragments finit par devenir insoutenable. Royal raconte comment, à mesure que les années passent, un phénomène étrange s'installe, plus leur influence politique grandit, plus leurs relations personnelles s'effritent. Ce n'est pas la politique qui les sépare, dit-elle. C'est la manière dont la politique façonne les individus. Le pouvoir n'a pas seulement un impact sur l'extérieur, il transforme celui qui y aspire, et il transforme aussi son entourage. Elle confie qu'après 2008, puis surtout après 2010, elle a senti une distance croissante, presque imperceptible au début, mais chaque année plus profonde. La fragmentation du PS, les courants internes, les alliances, les rivalités, tout cela avait désormais un écho dans leur vie privée. Si Royal n'est pas entrée dans les détails dans le chapitre précédent, c'est ici qu'elle aborde frontalement l'un des épisodes les plus douloureux de sa vie politique, l'élection présidentielle de 2012. Elle précise d'emblée « Je ne parle pas du résultat, je parle du chemin qui y mène ». Elle raconte la sensation d'être progressivement marginalisée au sein du parti qu'elle avait pourtant contribué à moderniser.
Elle parle aussi du moment où elle a compris que les alliances internes qui se tramaient, en apparence anodines, créaient en réalité une dynamique irrésistible autour de François Hollande. Elle ne le dit pas comme un reproche. Elle semble le dire comme un constat froid et objectif. L'appareil s'était choisi un champion, et ce n'était pas moi. C'est ici qu'apparaît pour la première fois le mot « trahison », mais dans un sens inattendu. Elle précise immédiatement « ce n'était pas la trahison d'une personne envers une autre, c'était la trahison d'un système envers ses propres valeurs ». Royal révèle également un aspect du fonctionnement interne du PS que peu de responsables politiques racontent publiquement. Les tactiques d'influence invisibles, ces gestes minuscules qui orientent une décision collective sans jamais apparaître dans les communiqués officiels. Elle parle de messages discrets envoyés aux fédérations, de rendez-vous tenus loin du siège du parti, de promesses implicites, de coalitions temporaires construites en silence. Elle décrit un univers où tout semble immobile en surface, alors que tout bouillonne en profondeur. Les batailles les plus déterminantes sont celles dont personne ne parle. Selon elle, ces tactiques n'étaient pas dirigées contre elle personnellement, mais elles avaient un effet redoutable. Isoler les voies réformatrices, renforcer les logiques traditionnelles et fabriquer une dynamique qui profitait de manière mécanique à ceux qui maîtrisaient mieux l'appareil. C'est sans doute la partie la plus intime de ce chapitre. Royal parle du coût émotionnel d'une vie politique menée en parallèle d'une relation personnelle complexe. Elle évoque la fatigue chronique, les absences familiales, les soirées où les décisions devaient être recalculées en permanence, les moments où la pression médiatique devenait insoutenable. Mais surtout, elle parle de la sensation de s'effacer progressivement, non pas dans l'espace public, mais dans l'espace privé. Quand la politique occupe tout, il ne reste plus de place pour se dire les choses essentielles. Ce constat marque le point de bascule. Là où la vie politique commence à dévorer la vie intime. En fin de chapitre, Royal dévoile ce qu'elle nomme la vérité choquante, non pas un scandale sentimental, comme la presse People l'aurait souhaité, mais une révélation politique. Elle affirme qu'au moment où sa relation avec Hollande arrivait à son terme, le Parti socialiste avait déjà acté, en interne, la transition vers une nouvelle leadership incarnée par lui. Elle dit « La décision avait été prise avant même que je ne comprenne que tout était fini ». Selon elle, c'est là que se situe la véritable ligne de faille. Non pas dans la rupture privée, mais dans le fait que la rupture politique la précédait déjà. Elle conclut ce chapitre sur une phrase lourde de sens. « On ne m'a pas seulement retiré un rôle, on m'a retiré l'histoire que j'étais en train d'écrire. 20 ans ont passé, et c'est seulement aujourd'hui que Ségolène Royal semble avoir trouvé la force, ou peut-être la nécessité, de mettre des mots sur ce que l'histoire politique française avait relégué dans ces zones d'ombre. » Royal commence ce dernier en évoquant une question qui lui a été posée pendant des années. Pourquoi n'a-t-elle jamais raconté ce qu'elle avait vécu réellement, politiquement et humainement, dans la décennie qui a précédé et suivi 2007 ? Elle répond avec une sincérité rare. Le silence était une forme de dignité, mais un jour, la dignité se transforme en fardeau. Elle explique que tant qu'elle était encore dans le jeu politique actif, parlementaire, ministre, ambassadrice, figure de la gauche, tout propos personnel aurait été immédiatement interprété comme une attaque, une manœuvre, une revanche. Elle ne voulait pas alimenter cela. Aujourd'hui, à distance, elle estime que dire la vérité n'est plus un acte politique. C'est un acte de clarification historique. Pour la première fois, Royal évoque une séquence précise, dont elle n'avait jamais parlé publiquement. Une réunion à huis clos, tenue en 2011, au siège du parti, entre plusieurs figures influentes du PS. Elle ne donne pas de nom. Elle ne donne pas d'indices, elle respecte une certaine éthique. Mais elle décrit la scène avec une précision qui tranche avec le flou volontaire de ses chapitres précédents. J'ai compris que la stratégie qui se dessinait excluait entièrement ma vision et par ricochet, ma place dans le futur leadership. Elle explique qu'elle n'était pas invitée à cette réunion. Elle en a appris l'existence par hasard, plusieurs jours plus tard, lors d'un échange anodin avec un cadre intermédiaire du parti. Elle raconte sa réaction. Cela m'a frappé comme une évidence. On considérait que mon cycle était terminé. Pas parce que le public ne voulait plus de moi, mais parce que l'appareil avait décidé de tourner la page. Ce moment, affirme-t-elle, constitue la véritable trahison politique. Pas un acte individuel, pas une manœuvre personnelle de François Hollande, mais un choix collectif visant à redistribuer le pouvoir interne. Royal parle ensuite de Hollande, avec retenue, avec lucidité, avec une maîtrise émotionnelle que peu de témoins historiques peuvent atteindre. Elle dit clairement « François n'a pas organisé ma marginalisation ». Mais il n'a rien fait pour l'empêcher non plus. Cette phrase est peut-être la plus forte de tout le chapitre. Elle ne l'accuse pas. Elle ne l'absout pas non plus. Elle analyse. Hollande, à l'époque, voyait son propre destin politique s'ouvrir. Tout mouvement pour la soutenir aurait été perçu comme un geste partial, dangereux pour sa propre ascension. Il a donc choisi la neutralité,
Une neutralité qui, dans le contexte politique du PS, équivalait à un soutien implicite aux dynamiques internes qui jouaient contre elle. Elle commente « La politique n'est pas faite de grandes trahisons spectaculaires, elle est faite de petites décisions accumulées qui finissent par créer une réalité irréversible. » Elle dit également qu'elle a mis des années à comprendre cela, et que ce n'est qu'aujourd'hui qu'elle peut en parler sans colère. Royal revient ensuite sur la campagne présidentielle de 2012, non pas en termes de résultats, mais en termes de vécu. Elle raconte le moment où elle a senti que tout basculait définitivement. Je me suis retrouvée dans une salle de réunion, entourée d'hommes qui parlèrent de l'avenir du pays, et je me suis aperçue que plus personne ne me demandait mon avis. Elle explique qu'elle avait pourtant l'expérience d'une campagne nationale, l'expertise, les réseaux, la légitimité populaire. Mais tout cela n'avait plus de poids face à une mécanique interne qui avait déjà décidé du scénario final. Elle ajoute « J'étais devenue spectatrice de ma propre histoire. » Cette phrase résume la dimension la plus douloureuse. Elle n'a pas perdu une bataille politique. Elle a perdu la maîtrise de son récit. C'est ici que Royal révèle ce qu'elle nomme la véritable vérité choquante. Elle dit calmement, avec une voix qui ne tremble plus, « On a voulu faire croire que la rupture était intime, qu'elle relevait de l'histoire d'un couple. Mais la vraie rupture était politique. La gauche que j'ai servie n'a pas voulu de la transformation que je proposais. » Et elle précise « François a été le visage de cette rupture, mais il n'en a pas été l'auteur principal. » La phrase est puissante, elle renverse l'interprétation habituelle. Elle remet les responsabilités là où, selon elle, elles doivent être, sur un système politique incapable d'embrasser le changement. Ce qu'elle appelle le choc, donc, n'est pas un secret personnel ou sentimental. C'est un diagnostic sur un parti qui, à ses yeux, a préféré l'immobilisme. Raconte aussi la période post-2012, peu documentée, souvent interprétée de manière simpliste. Royal explique que la reconstruction a été longue, difficile, parfois brutale. Elle raconte comment elle a dû reconquérir sa légitimité, retrouver sa voix publique, redéfinir son rôle, s'affranchir de l'image de l'ancienne candidate, dépasser les blessures politiques et personnelles. Elle décrit un processus en 3 étapes. Le deuil politique. Elle compare cela à un deuil réel, la fin d'une trajectoire, d'une promesse collective, d'un rêve partagé. La reconstruction personnelle. Elle dit qu'elle a redécouvert qu'elle existait en dehors du PS, en dehors de François Hollande, en dehors du regard public. La réaffirmation publique. C'est la période où elle retrouve une voix forte, indépendante, parfois critique, mais toujours engagée. La question revient, pourquoi 20 ans après? Elle répond, parce que les Français méritent qu'on leur raconte la vérité politique et pas seulement la vérité médiatique. Elle ajoute, parce que la gauche ne se reconstruira jamais tant qu'elle ne regarde pas en face ses erreurs. Et enfin, parce que le silence finit toujours par déformer l'histoire. Sans acrimonie, sans nostalgie, mais avec une honnêteté désarmante, Royal adresse une sorte de message public. Un message qui résume en une phrase ces 20 ans d'histoire entrelacée. François, nous avons partagé la même route, puis 2 routes différentes. Je n'ai plus rien à dire contre toi. Je n'ai plus rien à défendre non plus. Je veux seulement que notre histoire soit racontée comme elle a été réellement. Ni roman, ni tragédie. Une histoire politique, une histoire humaine. 20 ans après l'une des ruptures politiques les plus commentées de France, Ségolène Royal apparaît aujourd'hui comme une femme qui a finalement retrouvé sa voix. Non pas une voix blessée, ni une voix vindicative, mais une voix lucide, sereine, presque apaisée, une voix qui regarde la vérité en face, sans la déformer, sans la dramatiser, mais aussi sans l'édulcorer. Son récit, étalé sur 3 chapitres, n'est ni une confession publique, ni une autobiographie émotionnelle, ni un règlement de compte. Il s'agit d'un témoignage politique, presque d'un devoir de mémoire, où chaque détail, chaque silence, chaque décision, chaque omission devient un élément essentiel pour comprendre une époque entière de la vie politique française. Ce qu'elle révèle, avec une force tranquille, est plus profond qu'un simple fait ou qu'une anecdote intime. Elle n'accuse personne, elle ne désigne pas de coupable unique, et pourtant, tout au long de son récit, une vérité se dessine. La véritable fracture n'a jamais été seulement sentimentale, elle fut politique, structurelle, systémique. Elle explique, avec une précision presque chirurgicale, comment un parti en crise identitaire a cherché à se protéger lui-même, parfois au détriment de celles et ceux qui voulaient l'ouvrir, le moderniser, le transformer. Elle montre comment les batailles internes, les luttes silencieuses, les stratégies invisibles et les équilibres fragiles du Parti socialiste ont façonné un destin collectif et parfois brisé des trajectoires individuelles. Elle admet aussi que François Hollande, devenu président de la République en 2012, n'a pas été le moteur principal de sa mise à l'écart. Il en a été, selon ses mots, le visage mais pas l'architecte. Une nuance immense mais essentielle.
À travers cette conclusion, une réflexion profonde émerge. La politique n'est jamais un simple jeu d'alliance ou de rivalité. Elle est un espace où l'humain, la stratégie, la loyauté et l'ambition s'entrecroisent, parfois jusqu'à l'épuisement. Pendant longtemps, Royal a porté sur ses épaules un silence lourd, presque écrasant. Un silence qui, paradoxalement, la protégeait autant qu'il l'étouffait. Aujourd'hui, elle choisit enfin de nommer les choses. Non pas pour réécrire l'histoire, non pas pour corriger les injustices, mais pour reprendre la maîtrise de son propre récit après 20 ans où d'autres l'ont raconté à sa place. Et c'est peut-être cela, la véritable révélation. La redécouverte d'une femme politique qui, malgré les épreuves, malgré les trahisons structurelles, malgré les batailles internes, n'a jamais renoncé à croire que la vérité finit toujours par retrouver son chemin. Dans ses dernières paroles, elle adopte un ton d'une sagesse sobre et profonde. Je ne cherche ni revanche, ni réhabilitation, je cherche seulement à dire la vérité, parce que la vérité libère. Elle ne change pas le passé, mais elle éclaire l'avenir. Et nous avons besoin de lumière. Ces mots résonnent comme un dernier chapitre, mais aussi comme une ouverture. Car, à travers ce témoignage, Royal semble adresser un message à la fois intime et universel. Que la dignité ne réside pas dans le silence éternel, mais dans la capacité à parler enfin, une fois que les blessures cessent de dicter les mots. Elle ferme ainsi un livre que la France a trop longtemps feuilleté à sa place. Et en reprenant la plume, elle reprend aussi sa liberté. Si vous avez suivi ce récit jusqu'à sa dernière ligne, c'est que vous faites partie de ces lecteurs passionnés qui veulent comprendre la vérité derrière les événements, qui aiment explorer les coulisses du pouvoir, les dynamiques humaines, les fragilités cachées derrière les figures publiques. Merci d'avoir accordé votre temps, votre attention et votre curiosité journalistique. Pour continuer à recevoir des récits exclusifs, des analyses profondes, des enquêtes inédites et des portraits rares, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, laisser un commentaire pour partager votre point de vue, vos questions, vos réflexions, activer la cloche pour ne manquer aucune analyse forte, aucun portrait d'exception, aucune enquête politique ou émotionnelle. Votre soutien est essentiel. C'est grâce à vous que ce travail d'investigation, de narration et d'analyse peut continuer à exister, à s'affiner, à s'approfondir. Chaque abonnement, chaque partage, chaque interaction nous permet de continuer à raconter les histoires que personne d'autre n'ose raconter, avec une voix libre, engagée et exigeante. Ensemble, construisons une communauté de lecteurs éclairés, curieux et passionnés, déterminés à comprendre le monde au-delà des apparences. Abonnez-vous maintenant et rendez-vous dans les prochaines vidéos pour de nouvelles révélations, de nouvelles enquêtes et de nouvelles histoires puissantes. Merci d'être là. Merci de faire vivre cette chaîne. Merci de soutenir un journalisme qui n'a pas peur de la vérité. À très bientôt.